Bonjour à tous, avant-dernière vidéo avant les vacances, nous allons nous intéresser maintenant, donc toujours sur le chapitre concernant la puissance et l'énergie, à l'énergie potentielle. Alors dans un cas bien particulier, les problèmes à 1 degré de liberté. Alors commençons par définir ce qu'est un problème, un mouvement à 1 degré de liberté. En fait c'est lorsque vous pouvez décrire parfaitement la trajectoire du système à l'aide d'un seul paramètre. C'est-à-dire, par exemple, alors on peut faire un petit schéma, si vous connaissez énormément de systèmes que l'on peut décrire à l'aide d'un seul paramètre. Alors, exemple, la masse reliée à un ressort, vous pouvez parfaitement décrire l'évolution de la trajectoire de la masse m à l'aide de la position. Si je fixais l'origine du repère ici en haut, et bien avec un axe orienté x comme ceci, à l'aide de la position x. Enfin, de la même façon, si vous considérez un pendule simple accroché à une extrémité, vous pouvez parfaitement décrire l'évolution de la position de la masse m à l'aide de l'angle θ. Qu'est-ce que vous connaissez encore comme tous les systèmes que l'on a vus Qu'est-ce qu'on a Eh bien, si on a un plan incliné par exemple, on peut parfaitement décrire l'évolution de la position, si ce soit un skieur ou n'importe qui, à l'aide d'un seul paramètre qui est en fait x, sachant que l'altitude sera liée à l'angle alpha que l'on connaît. Donc ici, si on connaît x, on sait à chaque instant où se trouve le skieur. X étant la position horizontale si on a fixé un repère comme ceci. Donc tout ça pour dire que énormément de systèmes sont des systèmes à 1 degré de liberté. Maintenant, eh bien, nous allons exprimer le travail d'une force constante en norme et en direction. Donc on considère un point matériel subissant, on a déjà fait, mais subissant dans un référentiel R une force F0 constante en norme et en direction. Dans ce cas, le travail de la force F, F0 d'ailleurs, je l'ai oublié ici, eh bien, par définition, c'est l'intégrale sur le déplacement total du point M, de M1 à M2, de F0 scalaire DOM. Vous vous rappelez évidemment que le travail a été défini à partir de la puissance, c'est l'intégrale de P dt, la puissance sur un petit on intègre sur le temps. Or, la puissance était le produit scalaire F scalaire la vitesse. Le vecteur vitesse est égal à la dérivée du vecteur position par rapport au temps. En simplifiant par dt, on arrive à l'expression que je viens d'écrire au-dessus. Et dans le cas où f0 est un vecteur constant, lorsque f0, je précise vraiment, c'est pas dans toutes les situations, lorsque f0 est un vecteur constant, pas juste une constante, pas en norme, et bien à ce moment-là, vous pouvez intégrer simplement bien, DOM de M1 à M2, et on obtient ce que l'on a obtenu, M2, on obtient ce qu'on a obtenu dans la vidéo précédente, le cours précédent, F0 scalaire M1, M2. Voilà pour ça. Donc pour un déplacement M1 M2, on a R1 égale OM1 et R2 égale OM2. Je ne l'ai même pas précisé, je n'ai pas utilisé ça. Bon, on peut noter ce vecteur déplacement comme ceci. Alors nous allons passer à un exemple de force qui obéit à ce critère-là, c'est-à-dire d'une force constante en norme, en direction et en sens. La force de pesanteur terrestre, par exemple, et non pas la force gravitationnelle, bien sûr. Dans le cas où le déplacement est suffisamment restreint pour que l'on puisse considérer G constant en norme et en direction, à ce moment-là, l'axe vertical OZ étant ascendant, donc je représente, on va faire la démonstration, on va avoir un axe OZ ascendant, UZ comme ceci. J'exprime, donc on a bien l'intégrale de M1 à M2 de... Alors, le poids, je vais mettre une petite représentation, le poids est donc orienté comme ceci, le vecteur poids. Donc lorsque vous projetez, je l'exprime, le poids c'est par définition M fois G, mais lorsque vous projetez le vecteur G, ça vous donne moins, lorsque vous projetez le vecteur G sur le vecteur UZ, vous avez moins MG UZ, et non pas E, j'écris souvent
uz. Voilà, et donc maintenant j'exprime donc de moins mg uz scalaire DOM. Et maintenant, je n'ai pas écrit explicitement le vecteur DOM. DOM, le vecteur déplacement élémentaire, étant donné que alors DOM de base, de façon générale en coordonnées cartésiennes, c'est dx EX, un déplacement infinitésimal porté par EX, dy EY, plus dz EZ. Lorsque l'on va effectuer le produit scalaire uz scalaire DOM, uz scalaire, alors j'ai écrit U, uz scalaire UX égale vecteur nul, égale 0, uz scalaire UY égale 0, par contre uz scalaire UZ égale 1. Et donc ça va nous donner, je me contente de réécrire la partie qui va nous intéresser, moins mg uz scalaire dz uz, les autres étant nuls. Donc ça nous donne simplement, moins, je sors mg qui est une constante, l'intégrale de dz donc en fait de z1 à z2. Ce qui va nous donner, donc le travail du poids, va nous donner simplement donc mg z1 moins z2. Parce qu'ici, bon, je peux réécrire complètement, hein, comme c'est la première fois, donc moins mg z pris entre z2 et z1, et donc ça nous donne moins mgz2 plus mgz1, autrement dit l'expression que j'ai écrite ici. Et là, on va regarder quelque chose. Que se passe-t-il? Le travail du poids, lorsque le système passe de l'altitude z1 à l'altitude z2, l'altitude initiale étant z1, l'altitude z2 étant l'altitude finale, et bien z1 étant supérieur à z2, nous avons ceci qui est supérieur à 0. Le système reçoit donc de l'énergie de la part du fait que le poids travaille. Et donc le travail est donc moteur lorsque m descend. Pour une transformation infinitésimale, on va pouvoir écrire en fait, ici, je l'ai écrit explicitement, donc on peut, au lieu d'avoir le travail total, on va avoir ce que j'ai écrit ici, delta W, le travail infinitésimal moins mg dz. Et en fait, on remarque qu'il existe une fonction f de z qui peut s'écrire moins mgz qui ne dépend que de la position, est telle qu'en fait, cette fonction, c'est l'opposé du travail élémentaire de la force sur le déplacement de M1 à M2. Et donc, ça va être ça la définition de l'énergie potentielle. On va pouvoir parler d'énergie potentielle lorsqu'on va être capable d'écrire le travail infinitésimal d'une force comme l'opposé d'une fonction ne dépendant que de la position. Donc là, on est passé à la généralisation. Ici, la force, alors on va l'appeler cette force-là, toutes les forces ne pourront pas rentrer dans cette catégorie-là. On va qualifier ces forces auxquelles on peut associer une énergie potentielle, on va les appeler forces conservatives. Donc notez F indice C. La force conservative, donc elle va être conservative si, lorsque vous allez vous déplacer de façon infinitésimale, de façon quelconque, sur un chemin comme ceci, là vous avez un vecteur DOM, eh bien, si le travail de cette force sur ce déplacement infinitésimal, s'il peut s'écrire comme l'opposé de la variation d'une fonction, d'une grandeur scalaire, eh bien, à ce moment-là, on pourra dire que la force est conservative et la fonction associée va être appelée énergie potentielle. Et elle ne dépend que de la position. Donc ça, ceci est à apprendre, à connaître, à savoir écrire correctement. Le travail infinitésimal est égal à l'opposé de la variation d'une fonction qui s'appelle l'énergie potentielle. Donc là, je vais écrire quand même qu'ici, il s'agit d'une quantité infinitésimale. Et cette quantité infinitésimale de travail, cette énergie quantité infinitésimale, elle est égale à une variation, elle est liée à la variation infinitésimale d'une grandeur, d'une fonction appelée énergie potentielle.
donc énergie potentielle. Alors maintenant, si au lieu de rester sur sur une trajectoire infinitésimale, si on passe sur un déplacement fini, eh bien, que nous suffit-il de faire? Intégrer. Donc je vais l'écrire explicitement, parce que pour que ce soit bien clair pour tout le monde, vous avez delta W le travail élémentaire de la force conservative égale moins la variation infinitésimale de la fonction énergie potentielle. Vous intégrez de M1 à M2, le système se déplace de M1 à M2, de M1 à M2, et là vous vous retrouvez donc avec, et attention il ne faut pas confondre ça avec une quantité, donc une énergie, une certaine quantité d'énergie, liée exactement, le système donc reçoit une certaine quantité d'énergie, et cette énergie reçue est exactement égale à la variation de l'énergie potentielle du système. Donc par définition, delta EP grand delta EP et il y a un problème ici, et DEP ne dépendent que de la position du système. Et justement, une chose très importante, seules les variations de l'énergie potentielle ont un sens. C'est comme CF, seule la tension en électricité a un sens. Seule la tension a un sens, a une signification. Le sens, c'est pas le sens de vecteur évidemment, a un sens potentiel défini à une constante près. C'est la même chose, défini à une constante près. Et là, c'est exactement pareil. L'énergie potentielle, justement, vous voyez que les termes sont mes voisins, on va voir le lien entre les deux. Eh bien, l'énergie potentielle est définie à une constante près. Alors, souvent, c'est vous qui allez choisir l'origine de l'énergie potentielle. Et donc, elle est arbitraire. Et c'est vous qui allez dire, par exemple, au point d'altitude, si on parle de l'énergie potentielle de pesanteur, au point d'altitude Z égale 3022 mètres, j'en sais rien, je choisis que l'énergie potentielle est nulle. Souvent, on s'arrange pour choisir une origine, entre guillemets, futée, c'est-à-dire qui va nous simplifier les expressions et qui va permettre de dire, par exemple, au point de... si on lance une balle, lorsque la balle touche le sol, par exemple, on choisit que l'énergie potentielle est nulle, etc. Et dernière remarque qui est importante au niveau physique, une force conservative peut être vue comme un réservoir d'énergie potentiellement libérable. Exemple, vous avez le ressort. Un ressort que vous comprimez. Vous le lâchez, vous lâchez une contrainte, eh bien, l'énergie qu'il a emmagasinée sous forme d'énergie potentielle peut être libérée. On libère de l'énergie potentielle. C'est la même chose que si vous écartez un pendule de sa position d'équilibre, un pendule comme ceci, vous le lâchez, il a une énergie en fait potentiellement libérable, c'est l'énergie potentielle de pesanteur. Ou alors vous avez une balle en main, vous la lâchez, eh bien vous libérez une contrainte et cette balle avait une énergie possède une énergie potentielle qui va décroître au moment de la chute. Donc vous libérez de l'énergie en libérant de contraintes. Donc c'est ce qu'on va voir dans les exemples et vous allez apprendre à exprimer les énergies potentielles associées aux principales forces conservatives. Alors si on fait le lien avec la puissance, eh bien donc le travail, j'ai réécrit la définition, le travail élémentaire de la force conservative, c'est l'opposé de la variation de l'énergie potentielle. Et donc, si je le fais par unité de temps, on va mettre en couleur, je le fais sur un intervalle de temps donné, et on se retrouve donc avec tout simplement la puissance, en fait le travail, la dérivée du travail élémentaire de la force conservative par rapport au temps. En fait, on va passer à une dérivée. Alors, le passage de là à là, mathématiquement, il ne se fait pas si simplement que ça. Vous l'admettez, pour le coup. Et là, on se retrouve avec la puissance de la force conservative. Et en fait, donc la puissance de des forces conservatives est égale à l'opposé de la dérivée de l'énergie potentielle par rapport au temps. Et donc ceci, il faut que vous sachiez également le manipuler de la même façon que ce que j'ai encadré en mauve au-dessus. Ceci ou ceci, ce sont deux écritures équivalentes, il faut que vous sachiez passer de l'une à l'autre, utiliser l'une, utiliser l'autre selon la situation.
Et donc, le vocabulaire, on va dire que c'est la force dérive d'une énergie potentielle. Alors, là, pour l'instant, on voit que c'est la puissance de la force qui dérive de l'énergie potentielle par rapport au temps. Et en fait, quand on écrit Fc dérive d'une énergie potentielle, on va le voir juste après, c'est qu'en fait, elle dérive par rapport à la position. Par rapport à la position. Là, dans l'expression qu'on vient d'écrire, c'est la puissance qui dérive de l'énergie potentielle par rapport au temps. Mais Fc est lié à l'énergie potentielle par la position. On va le voir dans les exemples qui suivent. Alors, passons. Alors, on va faire une petite pause pour la vidéo. Résultat. Donc, retenez bien, faites dès à présent une petite fiche qui vous permet de faire le lien entre les grandeurs nouvelles que vous avez vues. Et on continue, on va faire le lien justement entre énergie potentielle, énergie cinétique et énergie mécanique.